Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires. On adore ça. Claude Moniquet, la question est simple. La contre-offensive prévue par l'Ukraine cet été est-elle en mesure de battre la Russie ? La contre-offensive qui interviendra dans les semaines à venir ne suffira pas à battre la Russie, mais ce sera clairement et très probablement un point de basculement, un point focal autour duquel va se réorganiser la stratégie et qui annonce la future défaite de la Russie. Alors, soyons clairs, le 24 février, les Russes foncent vers Kiev. En 3 jours, normalement, c'est fini. On s'aperçoit très vite que ce ne sera pas le cas. Ils se replient sur le Donbass, ils attaquent le Donbass, ils sont en train de manger le Donbass. Est-ce que c'est un plan B ? Alors, si les Russes sont en train de manger le Donbass, on peut dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'appétit ou qu'ils mangent très très lentement. Parce qu'en fait, soyons clairs, regardons les cartes. La ligne de front n'a quasiment pas bougé depuis 45 jours, depuis 1 mois et demi. Elle avance de quelques centaines de mètres, elle recule d'1 kilomètre, elle bouge suivant les fronts. Les quelques conquêtes russes sont compensées par des pertes russes dans d'autres zones. Et à l'heure actuelle, très concrètement, la Russie contrôle 20% du territoire ukrainien, à peu près, mais à peu près seulement la moitié du Donbass. Elle contrôle totalement les 2 républiques, Luhansk, la république autoproclamée de Luhansk et de Donetsk, un peu le reste, et pas du tout la moitié du Donbass. Donc cette aventure donbassienne est très loin d'être une victoire glorieuse et massive pour la Russie et pour Moscou. Par contre, les destructions des villes sont majeures, sont là, on les constate. Donc cette guerre est une guerre de destruction, mais pas une guerre au sens propre, au sens militaire. Cette guerre n'est pas gagnée par la Russie. L'Ukraine défend ses positions. Et qui a le plus de pertes, et militaires et humaines ? Alors d'abord, effectivement, c'est une guerre qui détruit énormément pour 2 raisons. Essentiellement, la première, c'est que c'est une guerre qui se passe dans des villes et que quand on se bat dans les villes, on détruit. Ça a été le cas à Berlin, ça a été le cas à Stalingrad, ça a été le cas partout, ça a été le cas à Sarajevo, ça a été le cas partout où on s'est battu dans des villes. C'est inscrit, les gens défendent des bâtiments, des blocs, des usines, comme on a vu à Azovstal. Donc ça, c'est inscrit dans la logique de la guerre, dans la stratégie de la guerre de position dans les villes. La deuxième chose, c'est qu'il y a clairement une volonté russe et une pratique russe, qui est une héritée de l'Union soviétique, qui est de détruire. Lundi, les Russes ont bombardé sans aucune raison un centre commercial à Kremenchuk, dans le centre de l'Ukraine, très loin du Donbass, et ils ont bombardé un centre commercial qui n'était pas un objectif militaire, dans lequel il y avait au moins 1000 personnes. On ne connaît pas encore le nombre de victimes. Guerre de terreur. Mais c'est une guerre de terreur, oui, c'est une guerre qui est faite pour détruire l'ennemi en sapant son moral et en tuant le maximum d'ennemis. Mais il est évident que ça ne fonctionne pas. Parce qu'au niveau des pertes... Pertes militaires d'abord matérielles. Alors les pertes matérielles sont très très clairement en défaveur des Russes. Suivant les semaines, on s'en rend compte de semaine en semaine, les Russes perdent entre 2 et 10 fois plus de matériel que les Ukrainiens. Vous conviendrez avec moi qu'entre 2 et 10, il y a quand même une grande différence. Ça dépend des semaines et ça dépend des terrains d'opération. Ils perdent moins dans les villes, ils perdent plus quand on leur détruit une colonne de chars, par exemple. Donc ça dépend réellement des terrains d'opération. Ces dernières semaines, on est plus dans un rapport de 2 à 3, mais qui est toujours en faveur des Ukrainiens. Pour quelle raison ? Parce que les Ukrainiens, et c'est là que ça joue depuis le début, les matériels russes sont relativement... Les matériels modernes ont été engagés et été en grande partie détruits. Les Russes ont par exemple perdu 3 à 4 fois plus de tanks, de blindés que les Ukrainiens. Donc ils utilisent de plus en plus du matériel qui est vieux, qui date des années 80, parfois même 70 ou 60. Les Ukrainiens en revanche, ils ne peuvent pas remplacer par de nouveaux matériels, les Russes. Ils ne peuvent pas en construire, les matières premières manquent, et ils n'ont pas le temps d'en construire, et personne ne leur en livrera. En revanche, les matériels ukrainiens qui sont détruits sont remplacés par des matériels de l'OTAN modernes, et qui sont beaucoup plus précis. Donc effectivement, les frappes ukrainiennes sur les Russes sont plus fiables. Je prendrai un exemple. Jusqu'à présent, il y a 6 canons César, les super canons longue distance français, qui sont arrivés en Ukraine, 6. Sur un affrontement, ces 6 canons ont détruit une centaine de pièces adverses. Donc le rapport est quand même assez éclatant. Et à une distance telle que les Russes ne pouvaient même pas riposter. D'accord. Sur les 30-40 milliards de dollars qui étaient normalement assurés en armement à l'Ukraine,
Combien de ces milliards ont déjà été livrés en matériel? Alors, en termes financiers, on parle d'à peu près 40 milliards de dollars. Et bon, les calculs sont pas d'une précision extrême, mais on estime qu'à peu près 5 milliards de dollars, la contre-valeur de 5 milliards de dollars a déjà été livrée et sur le terrain. Ce qui signifie que, puisque les promesses vont être tenues, on le voit avec les Américains, les Anglais et d'autres pays européens, ce qui signifie que dans les semaines à venir, et probablement cet été, à peu près, il arrivera sur le terrain du côté ukrainien à peu près 6 à 8 fois plus de matériel que ce qui a été livré jusqu'à présent. C'est évident, et du matériel moderne. C'est énorme. Le seul point négatif pour le moment pour les Ukrainiens du point de vue matériel, c'est qu'ils reposent encore en partie sur du matériel d'origine soviétique, russe, et sur des munitions d'origine soviétique russe, et qui, elles, sont en train de s'épuiser. Donc il faut remplacer plus vite les munitions, soit avec des munitions russes, ex-russes qu'on trouvera dans les pays d'Europe centrale, soit avec des munitions OTAN pour les nouveaux armements OTAN. Donc, si je vous comprends bien, ça c'est purement mathématique. D'un côté, les Russes n'ont plus de quoi remplacer leur matériel, défaillant et obsolète. D'un autre côté, on est dans une montée, dans une progression, parce que les armes occidentales arrivent. Donc, si je comprends bien, la guerre, du côté matériel, elle est gagnée par l'Ukraine. Et côté humain... qu'est-ce qui se passe? Alors, côté humain, les pertes sont en train de s'équilibrer parce que, de nouveau, on est sur une guerre de ville, on est sur une qui est très meurtrière. Donc, pendant très longtemps, les Ukrainiens perdaient moins d'hommes que les Russes. On est probablement aujourd'hui à un point d'équilibre, pas encore tout à fait, les Russes ont sans doute un peu plus de pertes que les Ukrainiens, mais le différentiel n'est plus très important. Et je vous rappelle qu'on parle d'à peu près 15 à 20... disons une quinzaine de milliers de morts pour les Ukrainiens et sans doute 20 à 25 000 pour les Russes. Et je vous rappelle qu'en général, on compte que pour un mort, il y a 3 ou 4 blessés. Donc ça fait des dizaines de milliers de personnes, de combattants qui sont hors de combat. Si je compte bien, Claude Moniquet, l'armée russe qui a démarré la guerre avec 150 000 hommes... l'armée russe a déjà dû faire appel, a dû relever le seuil des appels et des enrôlements, le seuil de l'âge, je veux dire, pour engager des gens qui étaient plus âgés, qui sont donc sans doute moins aptes à se battre, a dû ramener vers le front des unités qui étaient moins bien formées. Les Russes restent toujours à un niveau qui est entre 160 et 180 000, 200 000 soldats engagés sur les différents théâtres d'opération ukrainiens. Et c'est là le deuxième problème de la Russie. C'est qu'on a à peu près 150 000 soldats ukrainiens, mais en mars, rappelez-vous, les Ukrainiens ont décrété la mobilisation générale. Ce ne sont pas les soldats très expérimentés. Et les ont mis à l'entraînement. C'était il y a 6 mois, enfin 3 mois pour être précis. Ces soldats vont arriver dans le courant de l'été. Ce qui veut dire que dans le courant de l'été, il y a entre... si on est pessimiste, 300 000, et si on est extrêmement optimiste, 700 000 soldats ukrainiens qui vont venir s'ajouter aux forces déjà en présence. À ce moment-là, la Russie sera en infériorité matérielle et sera en infériorité humaine. Sauf si elle engage plus de troupes, mais ça va être de plus en plus difficile pour elle. Sauf si elle engage plus de troupes, sauf si elle utilise des armes nucléaires. On en revient toujours évidemment à cette crainte que devant l'impossibilité de gagner une guerre par les moyens classiques, on ne perde la tête et on fasse le coup de trop. Ça reste une menace que les Russes utilisent régulièrement. C'est une menace qui, pour le moment, reste peu crédible parce que le prix à payer serait terrible. S'il y avait l'utilisation d'une arme nucléaire contre l'OTAN, on l'a déjà dit des dizaines de fois, est impensable parce que ce serait soyons simples et clairs, la Troisième Guerre mondiale. Ce serait la Troisième Guerre mondiale et grosso modo la fin de la civilisation européenne et presque la fin du monde. Et l'utilisation d'une arme tactique nucléaire sur le terrain ukrainien est difficile à imaginer parce que les quelques pays qui soutiennent la Russie ou qui sont dans une neutralité positive, comme la Chine, dont nous parlions dans un autre entretien, tournerait immédiatement le dos à Poutine. Personne n'acceptera l'idée que l'arme nucléaire soit utilisée, même tactiquement sur le terrain. Ni les Chinois, ni aucun pays du tiers-monde, ni, bien entendu, les pays de l'OTAN. Dernière question, donc on peut s'imaginer que si l'Ukraine renverse la pression à sa faveur, des négociations de paix pourraient démarrer à ce moment-là. Les Russes pourraient dire « le Donbass, c'est à nous, on a gagné cet espace-là, on négocie la paix ». Et les Ukrainiens devront faire l'impasse sur les territoires qui ont été pris
jusqu'à présent? Non, parce qu'à partir du moment où ils sont dans une dynamique de victoire, les Ukrainiens n'auront aucun intérêt à négocier. Ils auront intérêt à repousser au maximum les Russes hors de leurs frontières, y compris les frontières de Donbass, qui, je le rappelle, est une région ukrainienne, légalement. Alors peut-être que la question se posera à un moment donné pour Luhansk et Donetsk, on verra, mais je pense que non. La seule chose que tout cela veut dire, c'est que la guerre va encore durer plusieurs mois, certainement, qu'elle se terminera, mais comme je le dis depuis le début, par la défaite de la Russie d'une manière ou d'une autre. Après, il y aura peut-être des concessions territoriales aux nationalistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine. Mais c'est douteux. Je vous rappelle quand même que en 2014, quand les Ukrainiens quand les pro-russes ont pris le pouvoir à Luhansk et Donetsk, ils ont chassé par épuration ethnique 1 400 000 Ukrainiens. Donc si demain la guerre pousse quelques centaines de milliers de russophones d'Ukraine à quitter l'Ukraine pour retourner en Russie, je ne pense pas qu'on versera de très très grandes larmes en Ukraine. Malheureusement, je pense que cette population paiera le prix d'une guerre qu'elle a à un moment donné voulu. Et il y aura deux perdants, il y aura la Russie et il y aura les russophones d'Ukraine. Claude Moniquet, merci. Je pense que nous aurons certainement l'occasion de se retrouver très rapidement pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.